absolument. Merci beaucoup pour l'introduction. Et puis merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est très gentil. Alors, Ubicast, c'est une société que j'ai eu le plaisir et l'honneur de cofonder il y a maintenant presque 9 ans. Lorsque j'étais étudiant, avec un de mes camarades, on s'est lancé à l'époque dans une histoire improbable, en tout cas quand on a démarré. On a voulu développer un système pour fabriquer très simplement de la vidéo. C'était donc en 2007, le premier iPhone était sur le point d'être lancé. Et, euh, et en fait, lorsque ce téléphone a été présenté, on nous montrait la possibilité de mettre des overlays sur Google Maps. Donc on s'est dit, bah, ce serait intéressant en fait de déployer des systèmes vidéo automatiques dans des salles de concert, dans des boîtes de nuit, de filmer tout ça automatiquement et de retransmettre en live sur Internet et de le mettre sur un overlay sur votre téléphone. Comme ça, vous sortez votre téléphone et puis vous voyez en live tout ce qui se passe autour de vous. Alors, ça n'a pas du tout fonctionné puisqu'il y avait trop de problèmes de droit à l'image, droit sur la musique, mais ça nous a lancé sur la création d'un système audiovisuel qui fonctionnait en complète autonomie et qui était connecté à Internet, qui était connecté au réseau. Et donc c'est vraiment de là que Ubicast puise son ADN, c'est dans des systèmes audiovisuels très simples d'utilisation, voire complètement automatiques. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais bien vous présenter maintenant. Alors, pour vous poser un peu le contexte, on l'a tous dit, je pense, aujourd'hui, il y a une révolution qui est en marche. Alors, celle dont je vais vous parler, c'est celle de la vidéo, celle qui est menée en partie, bien sûr, par YouTube. YouTube qui a franchi un cap assez intéressant l'année dernière. Premièrement, YouTube fêtait ses 10 ans seulement en 2015. Et à partir de avril 2015, il était publié sur YouTube toutes les minutes plus de contenu que ce qui est produit par l'ensemble des chaînes de télévision et des studios de production du monde entier. Donc, à partir de cette date-là, en fait, c'est l'inversion, pardon, de la production de contenu, la décentralisation au final. Donc, préalable, c'était les sociétés de production qui produisaient de la vidéo. Et bien aujourd'hui, les plus gros producteurs de contenu, c'est vous, c'est moi, ce sont les utilisateurs. Donc le premier constat, c'est que le contenu généré par les utilisateurs est devenu roi. Une fois de plus, c'est la décentralisation de la production de contenu. Je pense que c'est très très important à comprendre et à accompagner aussi dans nos organisations. La deuxième chose, c'est bien sûr que la vidéo est devenue un très puissant vecteur d'information. Alors si je voulais apprendre à faire un nœud de cravate, par exemple, je ne vais pas aller regarder un PDF, je vais aller regarder une vidéo YouTube. Et ça, c'est absolument normal. D'ailleurs, je trouvais cette information juste l'autre jour, je trouvais ça peut-être intéressant de la partager avec vous. Donc tous les jours, il y a à peu près 8,8 milliards de vidéos qui sont regardées sur YouTube, contre 4,2 milliards de recherches sur Google. Et en fait, ça m'a surpris parce que j'aurais pas imaginé qu'il y avait 2 fois plus de vidéos regardées que de recherches dans Google. Donc c'est vraiment voilà, le chiffre qui, je pense, doit attirer notre attention sur l'évolution des habitudes de consommation de contenu, et c'est le cas, bien sûr, des salariés dans vos organisations. Alors, si on regarde quel type de vidéo est-ce qu'on retrouve sur YouTube, imaginez vous avez une collaboratrice qui veut en savoir plus sur ses droits liés au congé maternité, par exemple. Donc on tape congé maternité dans YouTube et voici les 5 premiers résultats que l'on obtient. Et c'est assez intéressant, on a 2 types de résultats au final. On a les 4 premières vidéos qui sont des humains en fait qui s'adressent à vous, c'est du face-to-face, et le dernier type qui est une vidéo d'animation, donc un contenu qui a été produit. Et en fait, moi, je voudrais me pencher sur les 4 premières vidéos. Ce sont les plus nombreuses sur YouTube, et on peut comprendre pourquoi. Depuis des centaines de milliers d'années, l'homme est conditionné, enfin le cerveau humain est conditionné à recevoir de l'information par un autre être humain. Il y a tout un tas d'études en neurosciences qui le montrent. On peut aussi même sortir les chiffres de la communication non verbale qui représenterait entre 60 et 75% de la communication.
Les gens ont envie de recevoir de l'information de la part d'un autre être humain. Alors certes, les animations, les dessins que l'on peut voir aujourd'hui se multiplier sont efficaces, mais si on regarde d'ailleurs quelques mois après la consommation de ces contenus, l'information qui reste, c'est celle qui a été donnée par un être humain. Et ça, je pense que c'est aussi très important à retenir. Euh, alors si on revient sur les présentations que l'on retrouve en vidéo, on retrouve essentiellement deux types de vidéos en présentation. Le premier type, c'est un contenu qui a été, je dirais, très produit, où la technicité est assez importante, là où on a par exemple un speaker qui est à côté enfin, typiquement sur un fond vert, et puis c'est ensuite en post-production qu'on va faire tout un tas enfin, beaucoup d'éditions, on va utiliser des outils auteurs, et on va fabriquer ce contenu. Donc le contenu est très scénarisé, il est très technique, il est du coup coûteux à produire. Et on a un deuxième type de vidéo aussi que l'on retrouve sur YouTube, sur beaucoup de plateformes MOOC également. C'est la vidéo toute simple. C'est le caméscope qui filme un intervenant. C'est du coup beaucoup plus simple à faire. C'est en général moins scénarisé. On peut complexifier un tout petit peu le type de vidéo en ajoutant des diapositives à côté. Donc c'est le webinar un peu classique. Et je voudrais aussi m'attarder en fait sur ce deuxième type de vidéo. Parce que en fait, ce deuxième type de vidéo, c'est celui qui, avec de la technologie, avec de l'innovation, et puis bah, c'est exactement ce que nous faisons chez Ubicast, on peut arriver à un niveau de technicité qui est quasiment nul. C'est typiquement le genre de contenu que l'on peut fabriquer quasiment automatiquement, et donc c'est celui qui peut se libérer de la barrière technologique. Et je rappelle que enfin, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on veut aller vers la démocratisation de la production de contenu. Donc on veut créer des contenus qui se sont libérés de la barrière de création. Euh, et si j'ose extrapoler, dans 10 ans, lorsque vous aurez tous déployé des plateformes vidéo en interne, lorsque vous aurez tous votre YouTube interne, bah, ce sera très majoritairement ce genre de vidéo que vous aurez, parce que c'est ce genre de vidéo que vos collègues vont produire. Ils ne vont pas tous se mettre à devenir des spécialistes des outils auteurs. Donc, lorsque l'on a dit ça, on peut très rapidement avoir des objections du style, bon ok, ce genre de vidéo n'est pas assez qualitative, c'est pas ça que recherchent les gens. Euh, Petit point d'information, aujourd'hui, le MOOC le plus vu sur la planète, c'est celui-ci, sur le machine learning de l'université de Stanford, 1,2 million d'inscrits, donc d'ailleurs non pardon, c'est 1,2 million de personnes qui ont terminé ce MOOC, et l'intégralité du MOOC ressemble à ça. C'est cet enseignant qui est filmé par un caméscope, et ça c'est vraiment une capture d'écran, donc ça c'est la qualité de la vidéo. Euh, mais le MOOC est absolument fantastique, c'est inspirant, c'est génial. Et pourquoi? Parce que le gars est très bon. Et c'est ça qui importe. Euh, Nous, on rencontre énormément de sociétés qui veulent aller du tout, enfin, aller limite de rien à créer un studio de télévision. Ils se disent, bon, ok, on se met à faire du BFM TV chez nous. Et je pense que c'est une très grosse erreur. Il y a une étude de l'ISTF, l'Institut statistique pour les technologies de l'information, qui est sortie l'année dernière, qui listait les plus gros facteurs d'appréciation de e-learning des salariés. Et ça, ce sont les deux premiers. Le premier, c'est qu'il faut qu'un contenu e-learning, un contenu de formation, soit en lien avec une problématique métier immédiate. J'ai une question, j'ai un sujet, je veux pouvoir trouver une formation qui est adaptée. Et c'est tout à fait lié. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ce contenu soit accessible en libre service. Donc non seulement j'ai une problématique immédiate, je veux trouver le contenu, mais je veux surtout y accéder quand je veux, et sur le device que j'utilise. D'ailleurs, ça explique tout à fait l'explosion des MOOC, hein, parce que c'est exactement ça, c'est du contenu qui est adapté et qui est sur demande. Pour information, donc Coursera, qui est la plus grosse plateforme de MOOC aujourd'hui, explose hein, complètement. Ils ont sorti leurs chiffres 2015 il y a quelques mois. C'est 23 millions d'utilisateurs. Et c'est assez intéressant puisque maintenant ils sortent vraiment une très très grosse étude sur leurs utilisateurs. Et moi, le chiffre qui m'a paru le plus intéressant, c'est que 73% des inscrits sur Coursera sont des employés à temps plein. Ce ne sont pas des étudiants, ce ne sont pas des chômeurs, des retraités qui ont du temps. Non, ce sont des gens qui travaillent dans vos organisations,
qui cherchent du contenu qui leur est pertinent, qui veulent étendre leurs horizons et qui veulent bien prendre du temps sur leur temps personnel pour continuer à apprendre. Et c'est peut-être aussi parce que vos organisations ne leur proposent pas les contenus qu'ils recherchent. Donc tout ça, je pense, est à intégrer. J'ajoute encore une dernière couche. L'étude de l'ISTF montrait qu'en 2015, 57% d'entre vous produisaient déjà vos contenus en interne, et surtout que 68% d'entre vous souhaitaient augmenter la production de contenu en interne. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais en fait, une réponse que l'on voit très très souvent, c'est « Ok, on se met à produire en interne, on veut faire de la vidéo, on se met à fabriquer, une fois de plus, du contenu type télévisuel, type broadcast. » Là, on pourrait en parler pendant des heures, mais il existe aussi un tas d'études qui montrent que plus votre contenu est produit, plus l'apprenant a l'impression que le contenu est quelque part faux. Il y a des sociétés qui embauchent des journalistes, des acteurs pour fabriquer leur MOOC. Et bien, plus vous cassez le lien entre l'apprenant et le formateur. C'est-à-dire que dans les briefings de MOOC de Coursera, il est même précisé que si vous êtes en train de faire une vidéo et que vous faites une petite erreur, vous reprenez, vous dites « Ah, excusez-moi, pardon », et vous reprenez. Juste à ce moment-là, vous venez de créer un lien avec votre apprenant. Et ça, c'est super important. Parce que c'est naturel, c'est authentique. Je ne veux pas citer l'école, mais il y a une très grande école de commerce qui a sorti un MOOC sur l'Europe il y a quelques mois, qui a dépensé une somme très très importante pour fabriquer ce MOOC. C'était un journaliste qui l'a fabriqué. Il y avait du montage, etc. Il y a eu 5200 inscrits, moins de 500 personnes qui l'ont terminé. Donc le coût par personne qui ont terminé ce MOOC est dans les milliers d'euros, quoi. Il faut faire très attention dans les outils, je pense, que vous mettez en place lorsque vous vous lancez dans la vidéo. Je pense que la tentation est grande de mettre en place des moyens un peu trop broadcast. Alors, un exemple, par exemple, on a rencontré Thales Université. Je pense que nous avons peut-être une personne de Thales qui est dans la salle. Nous avons rencontré Thales Université en 2014. Ils nous ont dit, bon, voilà, ça nous coûte à peu près 4000 € aujourd'hui pour produire un module de e-learning et ça nous prend à peu près 15 jours pour le mettre en ligne. Alors, on peut comprendre le coût et le temps de mise en œuvre. Une vidéo, le cycle de vie d'une vidéo en général, c'est 6 étapes. On peut le simplifier comme ça. Il faut capter, éditer, publier le contenu. Il faut ensuite gérer qui a le droit de voir cette vidéo, la diffuser. Là, il y a une notion quand même très très technique sur la diffusion. Il faut pouvoir diffuser envers tous les appareils, plusieurs formats, plusieurs débits, etc. Et ensuite, analyser la vidéo. Qui l'a vue, combien de temps, sur quel appareil, calculer votre retour sur investissement. Et ce que l'on voit très très souvent, c'est qu'il faut que vous assembliez beaucoup de solutions pour faire ces 6 étapes. Chez Ubica, ce que l'on fait depuis toutes ces années, c'est un ensemble de solutions qui vous permettent d'avoir ce cycle de vie intégré dans 2 solutions. La première, donc, qui est le studio, c'est un système qui permet de fabriquer du contenu, concrètement, d'enregistrer, de faire de l'édition très très rapide et de mettre le contenu en ligne. C'est d'ailleurs un studio mobile qui est aujourd'hui en train d'enregistrer l'ensemble de ces conférences. Si ça n'est qu'à nous, bon, si ce n'était pas le week-end demain, les vidéos seraient en ligne ce soir. Déjà tout est prêt. Ces 3 étapes sont faites quasiment automatiquement, on va le voir tout à l'heure. Donc le studio, vraiment, c'est un boîtier. On a également le Web Studio. C'est une façon purement logicielle de fabriquer du contenu pour aller vraiment dans le sens de la démocratisation. Et puis, sur le bout de chaîne, on a une solution qui s'appelle le Media Server qui va récupérer, qui va ingérer vos vidéos et ensuite les diffuser auprès de vos apprenants. Donc je voudrais rapidement vous présenter ces solutions, je ne vais pas trop m'attarder non plus. Et je voudrais d'abord me concentrer sur le premier point, parce que ça reste quand même le point de blocage sur la vidéo, c'est ce que l'on voit, c'est la captation. Ça reste un métier qui est habituellement compliqué, ça reste quelque chose de technique. Et en fait, ce que l'on voit chez nos utilisateurs, ce qu'ils veulent capter, c'est premièrement le présentiel. C'est déjà une première source d'information, de connaissances.
Ils veulent d'abord capter leur conférence. Comme aujourd'hui, hein, cette conférence aurait pu être diffusée en live à tous vos collaborateurs qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui. Donc pour faire du live, pour faire du replay, comme ce que vous aurez la semaine prochaine. La deuxième source de contenu, c'est les formations en présentiel. On a énormément de clients qui enregistrent du présentiel. Alors on travaille beaucoup avec des universités, mais c'est à peu près 50-50, hein, les universités et les entreprises, notre portfolio de clients. Et des entreprises qui se disent déjà enregistrer les formations en présentiel et les proposer à ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place, en rattrapage ou en archivage. Ça c'est super important. Je pense qu'on a déjà tous fait une formation qui sur le coup n'était pas parfaitement pertinente à l'instant T, et puis 6 mois plus tard, on se dit je reviendrai bien sur telle partie ou sur tel slide précisément de la formation pour me rafraîchir sur l'information. Et alors, ces éléments ne deviennent que pertinents si on fait plus que de la vidéo. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo qui fait 1 heure ou 2 heures et qu'il faut trouver le moment précis de la vidéo qui vous intéresse, c'est pas gérable. Et on va voir que au final, chez Ubicast, on fait plus que de la vidéo, on fabrique du rich media, donc un contenu qui est très fortement indexé, et ça fait toute la différence lorsqu'on enregistre du présentiel. Alors, la deuxième source de contenu, la deuxième chose que l'on peut vouloir faire en vidéo, c'est bien sûr du distanciel. En fait, ce que l'on voit comme outil mis en place en distanciel, c'est très souvent des studios d'enregistrement. Alors, on en déploie énormément dans toutes sortes d'entreprises, des hôpitaux, même des fois des prisons, chez les pompiers, enfin, c'est très très vaste. Et le terme vidéomaton a émergé de la bouche de nos clients eux-mêmes. Je trouve ça intéressant je trouve que c'est un terme qui est intéressant, qui traduit tout à fait l'idée. D'une salle qui est prééquipée, on rentre, on appuie sur Start, on se fait sa petite vidéo, on appuie sur Stop et puis c'est publié aux bonnes personnes. Ça, je pense que c'est une grosse partie de l'avenir et de cette démocratisation de la production de contenu dont on parlait. Alors oui, les avantages du vidéomaton, c'est bien sûr la qualité, et puis la possibilité de le proposer en self-service. Et puis enfin, on a envie de produire des contenus sur son PC. C'est complètement décentralisé et puis c'est encourageant aussi dans le sens où on peut faire ça dans le confort de son bureau, on peut faire ça depuis chez soi. Alors le studio permet d'adresser les trois premiers besoins, on va dire, d'enregistrer des conférences, des formations, d'équiper des studios, et puis le web studio permet de fabriquer des contenus à partir de son PC. Alors, on va accélérer, pardon. Enfin, je vais accélérer. Le studio, c'est soit un système fixe, soit un système mobile. C'est tout en un, c'est tactile, c'est très simple d'utilisation. On adore en faire des démos parce que c'est sympa à montrer, sympa à utiliser. À la fin de la démo, vous savez déjà vous en servir. Comment ça marche concrètement? On est dans une salle où a lieu une présentation, avec un public ou non d'ailleurs. On a une caméra qui est reliée au studio. On relie également le PC, la tablette au studio. Ici, c'est concrètement le signal qui est envoyé au vidéoprojecteur, qui est aussi envoyé dans le studio. Donc tout ce qui passe ici, que ce soit de la vidéo, de la démo, peu importe, c'est enregistré, c'est en pleine qualité. On enregistre la présentation, donc l'audio bien sûr, la vidéo, et ensuite le système va faire tout un tas de choses automatiquement. Donc ça c'est plus de 7 prix d'innovation. On a été les plus jeunes lauréats du concours national d'innovation. Lorsqu'on a lancé le studio, il y a vraiment énormément de choses qui sont uniques au monde concrètement dans le studio. Et puis ce que l'on obtient, je fais une petite vidéo pour vous montrer. Donc, par exemple, là, on a un clip d'intro qui a été automatiquement ajouté. Donc, en fait, on a toute la partie montage et habillage qui est entièrement automatisée. Si je me déplace pendant l'enregistrement, je suis suivi automatiquement. Bien sûr, c'est lisible sur n'importe quel appareil. On peut naviguer au sein de ce contenu par chapitre, par diapositive aussi. Donc, c'est des diapositives qui sont automatiquement extraites de la présentation. Et puis on a également un moteur de recherche, et ça c'est super important, puisque en fait on va extraire tous les mots de toutes les slides et vous permettre de rechercher dedans. Donc là en fait on est à la croisée entre la formation et quelque part le big data. On a des entreprises comme Total qui ont dit ok, toutes nos salles de formation maintenant sont équipées du studio d'Ubicast. On enregistre tout ce qui se passe. Et comme ça, après, on va pouvoir extraire des informations et proposer en fait de l'information ou de la formation à la demande. Le Web Studio, c'est quelque chose qui fonctionne sur votre PC, bien sûr. C'est 100% web, c'est ça l'avantage, il n'y a rien à installer, c'est entièrement HTML5, ça utilise le WebRTC.
Ça indexe quand même automatiquement vos enregistrements. On fait aussi la reconnaissance de caractères sur toutes les slides que vous pouvez présenter. Même si vous faites une démo d'Excel, si vous montrez une macro à un moment donné, on va reconnaître le mot macro sur votre écran. Et donc on peut rechercher ensuite le mot macro, on retrouve cette présentation. On sait faire du fond vert, full soft, full web. Et puis 3 petits points parce que ça évolue très très vite. On a une équipe d'ingénieurs, je pense comme tous les boîtes qui ont présenté aujourd'hui, qui sont assez brillants. Donc voilà un peu l'offre du Bicast. Je pense que je vais devoir m'arrêter. Je vais vous parler un peu du Media Server, mais ce sera peut-être pour une autre fois ou lors d'une présentation plus personnalisée. Alors, quel est le coût? C'est variable. Alors je peux donner par exemple une enveloppe, par exemple pour le vidéomaton, qui est quelque chose d'assez figé. Si par exemple vous avez une salle que vous voulez dédier, donc on a donc le studio fixe, c'est un système qui est vendu à partir de 15 000 euros. Auquel il faut ajouter donc une caméra, un micro, typiquement un écran pour un retour et des lumières. Donc vous êtes à peu près à 18 000 euros pour une salle. Il faut savoir que en fait, nous, on vend nos systèmes sous forme d'appliance. En fait, donc c'est un couple hardware-software. Vous n'avez pas de licence à racheter tous les ans. C'est comme si vous achetiez un caméscope intelligent directement relié au web. C'est à peu près ça. Est-ce qu'on fait du streaming? Absolument. On fait du live. La partie que j'ai pas pu vous présenter, c'était en fait toute la partie plateforme. Et c'est une grosse partie de notre offre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos vidéos, et surtout, la plupart d'entre vous ont des réseaux qui sont assez limités. Dès qu'il faut passer de la HD, c'est compliqué. C'est la deuxième partie de notre spécialité. C'est même en train de devenir quasiment la première. C'est de vous permettre de déployer une infrastructure vidéo qui passe dans vos tuyaux et qui permettent d'adresser de très nombreuses audiences. Un petit exemple, on vient de déployer au niveau européen pour la société Allianz une infrastructure vidéo. C'est un YouTube interne, concrètement, où ils peuvent remonter des vidéos existantes, ils peuvent bien sûr publier les vidéos fabriquées avec nos solutions, et on s'est adressé jusqu'à 16 000 personnes en simultané, en HD, sur des tuyaux qui sont tout petits. Et donc ça, c'est de l'ingénierie, c'est des serveurs cache, des serveurs proxy, c'est de l'optimisation de réseau, et c'est une grosse partie de ce que l'on fait, parce que tout le monde parle de vidéo, mais personne ne parle de gros travaux dans les bâtiments. Mais il y a des façons technologiques de contourner ce problème. Merci Tanguy. Voilà, merci à beaucoup. vous. Merci.